Cette fois, nous partons de Quimper vers l'Asie et transitant bien entendu par l'aéroport Charles de Gaulle à Paris pour atteindre, 4 heures plus tard, notre destination, la Turquie. Une petite présentation s'impose. Ce pays, un peu plus grand que la France, est situé pour 96% de son territoire en Asie et est donc traditionnellement considéré comme un pays d'Asie. Cependant, les 4% restants en Europe représentent 15 millions de personnes. Sa superficie est de 785 000 km² et sa population totale d'environ 85 millions d'habitants. La Turquie est très montagneuse avec la chaîne pontique au nord bordant la mer Noire et les montagnes russes au sud. Ils se rejoignent à l'est dans la région d'Anatolie orientale où se trouve le mont Ararat à 5165 mètres d'altitude sur lequel l'arche de Noé se serait échouée après le déluge. Quant à son climat, il est méditerranéen, l'hiver doux, été chaud et sec. Nous voilà fraîchement débarqués à l'aéroport et aussitôt pris en charge par un bus pour nous emmener au pied de la mosquée bleue et faire connaissance avec notre guide. C'est pourtant en longeant le Bosphore que nous parcourrons une partie de la ville d'Istanbul. Donc le Rome oriental, il fallait bien qu'ils aient trouvé également des collines, n'est-ce pas? Donc comme si Rome, originalement parlant, si vous voulez, donc, avait été édifiée sur cette colline. Tandis que là aussi vous avez donc une ville qui possède plus de 7 collines, bien entendu. Il y en a 77. Et là, entre 3e et le fil de... Le Bosphore est plus qu'un fleuve. C'est une véritable artère où se croisent un nombre considérable d'embarcations. Pour les banlieusards, il est l'obstacle à franchir quotidiennement grâce aux ferries et aux ponts situés sur le détroit, reliant la mer de Marmara d'un côté et la mer Noire de l'autre. Il divise également Istanbul en deux parties, européenne et asiatique. Il faut confesser des choses. D'abord, je suis également journaliste. Vous pouvez me poser toutes sortes de questions que vous voulez. C'est sur la place de l'hippodrome Sultanahmet, où subsistent encore monuments et lieux historiques, que nous entamerons notre circuit touristique. Il est difficile d'imaginer que ce lieu est un ancien site de course de chevaux. D'abord, la fontaine allemande, située à l'extrémité nord de l'ancien hippodrome. Elle a été construite pour commémorer le 2e anniversaire de la visite de l'empereur allemand Guillaume II à Constantinople en 1890. Elle a été bâtie en Allemagne, puis transportée pièce par pièce et assemblée sur son site actuel en 1900. La fontaine allemande a été le site d'un attentat terroriste qui a tué 13 personnes, dont 12 allemandes, et en a blessé beaucoup d'autres le 12 janvier 2016. Et puis l'obélisque de Théodose. Les inscriptions sont réparties sur les 4 faces et célèbrent les victoires de Thutmose III sur les rives de l'Euphrate vers 1450 avant Jésus-Christ. Le piédestal de marbre est richement historié de bas-reliefs apportant des informations sur le transport et l'érection de l'obélisque. Sur la face est, l'empereur Théodose, dans sa loge impériale entourée de sa cour, remet au vainqueur de la course la couronne de laurier dans un décor d'arcades et de colonnes corinthiennes. L'obélisque en granit rouge de Sienne a, aujourd'hui, une hauteur de 25,60 m avec le piédestal. Et puis se dresse la mystérieuse colonne serpentine. Il ne s'agit pas simplement d'une œuvre d'art. Elle fut initialement érigée à Delphes en hommage à Apollon, façonnée à partir des débris de guerre, symbolisant le triomphe des Grecs. Les 3 serpents entrelacés de la colonne soutenaient autrefois un trépied en or, aujourd'hui disparu. Ce monument était une offrande collaborative grecque, célébrant leur bravoure collective et leur victoire sur les Perses. N'oublions pas que nous sommes sur l'hippodrome de Constantinople.
l'arène hippique monumentale de la capitale de l'Empire byzantin, dans laquelle se déroulaient des courses de chars et d'autres manifestations, et a été ensuite utilisée jusqu'à la fin du XIIe siècle, avant d'être partiellement incendiée par les croisés en 1204. La longueur totale de l'édifice n'est pas connue précisément en raison de sa destruction, mais devrait approcher 450 mètres de longueur et 117,50 mètres de largeur extérieure. Nous sommes tout proche de la Mosquée Bleue, monument historique d'Istanbul. Elle fut construite entre 1609 et 1616 sous le règne du sultan ottoman Ahmed Ier. Comme beaucoup d'autres mosquées, elle comporte également la tombe du fondateur, une médersa et un hospice. Vu de la cour, le profil de la mosquée devient une succession harmonieuse de coupoles et demi-dômes. L'effet global de l'extérieur sur le visiteur est une harmonie visuelle parfaite qui conduit l'œil jusqu'au sommet de la coupole centrale. Quatre minarets sont au coin de la mosquée, cannelés en forme de crayon à 3 balcons avec des consoles stalactites, tandis que les 2 autres à la fin de l'esplanade n'ont que 2 balcons. Jusqu'à récemment, le muezzin ou l'appelant aux prières devait grimper sur cet étroit escalier en colimaçon 5 fois par jour. Aujourd'hui, un système de sonorisation est utilisé et l'appel peut être entendu à travers la partie ancienne de la ville, relayé par d'autres mosquées dans les environs. Elle fut un point de départ du pèlerinage à la Mecque et a le privilège de comporter 6 minarets. La mosquée Sultanahmet est devenue l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Istanbul. Elle est notamment connue pour les céramiques à dominante bleue qui ornent ses murs intérieurs et qui lui ont valu son nom en Europe. La salle de prière est surmontée d'un système de coupoles et de demi-dômes, avec le dôme central culminant à 43 mètres avec ses 23,50 mètres de diamètre. Cette coupole est soutenue par 4 piliers massifs dits en pattes d'éléphant et 260 fenêtres inondent l'édifice pour mettre en lumière les 21 000 carreaux de faïence disnique à dominante bleue. Quelques centaines de mètres sous la pluie, et voici le palais Topkapi. De 1465 à 1853, il est la résidence principale et officielle du sultan ottoman. Le palais est construit sur l'emplacement de l'acropole de l'antique Byzance, domine la Corne d'Or, le Bosphore, la mer de Marmara, s'étend sur 70 hectares et est entouré de 5 km de remparts. Nous y entrons par la porte du milieu. Cette énorme porte datant de 1478 a été recouverte de marbre au XIXe siècle. Son aspect massif accentue son caractère défensif. Une calligraphie ottomane en caractères dorés orne la partie supérieure de la structure, avec des versets du Coran et des emblèmes des sultans. La construction commence en 1459. Par la suite, le palais impérial connaît de nombreux agrandissements, la construction du harem au cours du XVIe siècle ou les modifications après le séisme de 1509 et l'incendie de 1665.
Il s'agit d'un complexe architectural composé de 4 cours principales et de nombreux bâtiments annexes. Au plus fort de son existence comme résidence impériale, il abritait plus de 4000 personnes et s'étendait sur une zone encore plus vaste. Le palais de Topkapi perd progressivement de son importance à partir de la fin du XVIIe siècle lorsque les sultans lui préfèrent un nouveau palais le long du Bosphore en 1853. En 1921, le palais est transformé en musée de l'ère ottomane, placé sous l'administration du ministère de la Culture et du Tourisme. Il comporte des centaines de pièces et de chambres, mais seules les plus importantes sont habituellement ouvertes aux visiteurs. L'entrée par la porte du milieu ou porte du salut nous mène dans la seconde cour vers un autre bâtiment. Il s'agit peut-être du musée d'histoire de Saint-Irène qui présente une pléthore d'objets et d'œuvres d'art faisant partie de la période byzantine lorsque la mosquée a été créée en tant qu'église, puis de cette église devenue mosquée. De nombreuses dynasties ont laissé leurs empreintes sur cette mosquée qui conserve plusieurs mosaïques, arcs et colonnes, peintures qui témoignent de son passé de cathédrale orthodoxe. C'est ainsi que les magnifiques peintures des murs et du plafond sont riches en histoire du christianisme mélangé au rite orthodoxe et sans doute au modèle byzantin et ottoman. Et que dire de la foule qui a envahi ces lieux, rendant très difficile la compréhension des commentaires de notre guide. Le palais de Topkapi est répertorié parmi les monuments de la zone historique d'Istanbul. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, où il est décrit comme un ensemble incomparable de bâtiments construits sur 4 siècles, uniques par la qualité architecturale de ces bâtiments, autant que par leur organisation qui reflète celle de la cour ottomane. En 2018, il s'agit du musée le plus visité de Turquie, avec près de 3 millions de visiteurs. Un clin d'œil à la mosquée magnifiquement éclairée pour la nuit, ainsi que sur le Bosphore avant de rejoindre notre hôtel. « 450 km nous séparent d'Ankara, la capitale, et le départ d'Istanbul se fait au petit matin. La traversée du détroit du Bosphore par le pont routier nous permet de dominer ce côté européen, puis tout au long de la route d'évaluer les efforts faits pour l'immobilier qui nécessairement s'accompagne d'une mosquée par quartier. Les paysages changeants avec de nouvelles et très belles tours montrent le développement très important de cette ville.
Et l'occasion nous sera également donnée de découvrir les aléas du climat lors de notre déjeuner. Dans le bus, le guide en profitera pour nous parler de l'œil bleu. Mais quel est donc cet œil bleu que l'on voit à peu près partout en Turquie ? L'origine de l'œil protecteur remonte à la nuit des temps en Asie centrale, si bien qu'on en retrouve différentes déclinaisons dans toute la région au sens large, mais aussi dans les anciennes provinces de l'Empire ottoman. Il s'agit d'une amulette traditionnelle, un talisman protecteur. Ce que l'on connaît surtout aujourd'hui est la version moderne du nazar bonkuk, cet œil stylisé formé de cercles noirs, bleu ciel, blanc et bleu foncé. Il aurait été créé à la fin du XIXe siècle par des verriers de la ville d'Izmir sur les côtes de la mer Égée. Ces artisans façonnèrent ce talisman à partir d'une pâte de verre, mêlant ainsi leur savoir-faire authentique à cette croyance traditionnelle. La diversité des paysages nous amène également à nous interroger sur l'agriculture. Le secteur agricole en Turquie a toujours été un secteur en développement pour le pays. Grâce aux terres fertiles et arables et au climat favorable, différents fruits et légumes poussent dans différentes régions en Turquie et la plupart des habitants des zones rurales tirent leurs revenus de l'agriculture. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et un arrêt technique nécessaire nous fait penser que nous sommes à Ankara, tout proche du mausolée Atatürk. Atatürk n'ayant pas mentionné de lieu d'ensevelissement, sa dépouille embaumée est d'abord déposée le 21 novembre 1938 dans une salle spéciale du musée ethnographique d'Ankara. Par la suite, un concours international d'architecture est lancé par le gouvernement turc pour l'érection d'un mausolée en l'honneur du fondateur de la Turquie moderne. La construction ne débute qu'en 1944 en raison des difficultés économiques liées à la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment est finalement achevé en septembre 1953 et la dépouille d'Atatürk qui est transférée le 10 novembre de la même année, jour de sa mort, au cours de funérailles nationales. Ce mausolée n'est pas seulement un monument national, mais aussi un important lieu de protocolaire. Tout visiteur officiel étranger doit s'y rendre à l'occasion de sa visite, déposer une gerbe devant le mausolée et signer le livre d'honneur. De même, le président de la République s'y rend à l'occasion des fêtes nationales en Turquie pour donner le coup d'envoi des festivités. Et que dire de cette relève de la garde où chaque corps d'armée est représenté, qui appartient à un protocole particulier et à une gestuelle très guerrière. Esas sürüş! Nöbete! Marş! Fık! Oza! Selam! Dur! Kay! Fatih Aksel Musa! Mehmet'i vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Tunca Özel Erzurum! Mehmet bir vukuatçı olarak teslim alıyorum komutanım. Semih Özaydın Düzce.
Nöbetimi vukuatsı olarak teslim ediyorum komutanım. Uğur Belindir Tekirdağ. Nöbeti mukası olarak teslim. Sağ sürüş. Konsantre. Marş. İstikamet bayram çıkışı. Bugün marş. Le mausolée lui-même rappelle par ses lignes un temple et présente des citations célèbres d'Atatürk célébrant le progrès et le patriotisme. Le cénotaphe se trouve dans le hall d'honneur, cependant, au lieu d'être au centre de la salle comme on pourrait s'y attendre, il se trouve tout au fond. Il s'agit là d'une rupture voulue avec le rituel funéraire musulman. Et les rituels habituels de visite comme les prières ou la déambulation autour de la tombe ne sont d'ailleurs pas autorisés à l'intérieur. La route des Lions est une entrée piétonne de 262 mètres de long et domine la ville d'Ankara. Il y a 12 lions situés de chaque côté, symbolisant la puissance et la paix, ainsi que les tribus turques originales des Oghuz. Le groupe de statues devant la tour de la Liberté comprend 3 statues masculines représentant le paysan, le soldat et l'intellectuel, tandis que les statues féminines devant la tour de l'Indépendance sont dédiées aux femmes de l'Anatolie pour honorer leurs efforts lors de l'établissement du pays. Les dalles de pavage sur la route ont des espaces de 5 cm entre elles pour inciter les visiteurs à marcher lentement vers la place cérémoniale qui termine cette route. Cette place cérémoniale couvre une superficie de 10 000 m² et peut accueillir environ 15 000 personnes. Le nombre de visiteurs dépasse les 3 millions par an. La Lincoln décapotable année 1934, utilisée par Atatürk pour accueillir ses invités étrangers, a été restaurée pendant 16 mois avec des pièces d'origine provenant du Canada. C'est au restaurant Atipoglu Konagi à Ankara que nous déjeunerons très agréablement. Cet établissement est installé dans un hôtel particulier du début du XXe siècle au sein du château d'Ankara. Ce bâtiment historique, chargé d'histoire, a successivement abrité l'ambassade de Hongrie et un commissariat de police avant d'être restauré en 1998. Le restaurant propose une expérience gastronomique raffinée avec une vue imprenable sur la ville. De fait, la digestion se passera au musée des civilisations anatoliennes. Il s'agit d'un musée d'histoire et d'archéologie situé dans le quartier d'Altindak, au nord-est d'Ankara.
Il expose des artefacts archéologiques provenant des civilisations ayant vécu en Anatolie, classés par ordre chronologique. Les bâtiments du musée sont deux édifices d'importance historique et architecturale, achetés et restaurés par le ministère de l'Éducation nationale, conformément aux souhaits et à la vision d'Atatürk, puis transformés en musée. Voilà ce que je veux dire à l'intérieur des pièces qui comprennent également d'un foyer. C'est toujours dans la même pièce qu'ils enterraient leurs morts. Ça servait également de cimetière. Voilà. Donc, alors, c'est une maison, donc. Créé dans l'optique d'être un musée hittite, 5% de la collection représentant un dépôt de mémoire, le musée a progressivement accueilli des artefacts provenant d'autres civilisations anatoliennes et une riche collection s'en est ainsi constituée. Les Hittites ont vécu pendant près de 5 siècles au cœur de l'Anatolie au cours du second millénaire avant Jésus-Christ. Probablement venus de l'autre côté de la mer Noire, ils se sont installés à environ 200 km de l'actuel Ankara. Bien que prévu à l'origine pour accueillir des témoignages de la civilisation hittite, le musée représente aujourd'hui des collections de toutes les périodes, du paléolithique au temps moderne. La période de l'Antiquité classique à l'Empire ottoman n'est représentée que par des pièces sélectionnées venant surtout d'Ankara et des environs. Le temps continue à être exécrable et c'est sous une pluie battante que nous effectuerons ce parcours vers le lac salé Tuz, second plus grand lac de Turquie, situé en Anatolie centrale à 150 km au sud-est d'Ankara. Le lac Tuz occupe une dépression d'origine tectonique au centre du plateau anatolien. Il est alimenté par des eaux provenant à la fois de la surface et du sous-sol. Les eaux du lac ont une salinité extrêmement élevée et en été l'eau s'évapore presque complètement, mettant ainsi à découvert un dépôt de sel d'une épaisseur moyenne de 30 cm. En hiver, une partie du sel se dissout à nouveau dans l'eau douce introduite dans le lac à la suite des abondantes précipitations hivernales. Ce lac, très peu profond, 1 à 2 mètres seulement, a une superficie de 1600 km² la majeure partie de l'année. Il mesure normalement 80 km de long et 50 km de large et se trouve à 905 mètres au-dessus du niveau de la mer et occupe une aire que se partagent les provinces d'Ankara, d'Aksaray et Konya. Une allée dallée de briques permet d'avancer plus avant et d'admirer cette curieuse immensité. Cependant, l'entretien de ce chemin laisse, semble-t-il, quelque peu à désirer. Sans doute les conditions climatiques. Bien sûr, nous sommes accueillis par quelques boutiques vendant les produits issus du sel de cet endroit. En 2001, le lac Tuz ainsi que la zone de steppe qui l'environne ont été déclarées zones protégées. La plus importante colonie nidificatrice de flamants roses de Turquie réside sur un groupe d'îles occupant la partie méridionale du lac. Lors de la première moitié du mois de juillet 2021, des milliers de bébés flamants roses sont retrouvés morts dans un lac Tuz asséché. Les activistes écologistes mettent cette sécheresse et ses conséquences sur le compte du dérèglement climatique et des techniques d'irrigation locale, notamment le détournement de l'approvisionnement d'un cours d'eau qui alimente le lac au profit de l'agriculture, ce qui est contesté par le ministère turc de l'Agriculture et des Forêts.
Aujourd'hui, direction la cité souterraine de Saradli-Kirgoz, en longeant le lac Salé. Comptant parmi les sites souterrains les plus importants de la Cappadoce, elle se trouve en Anatolie centrale à 22 km d'Aksaray et à 50 km de Nevşehir. Sa situation sur l'ancienne route de la soie lui confère une importance stratégique et culturelle unique. Voilà. Donc celle-là, elle est plus facile à accéder, si vous voulez. Et donc vous avez... La ville souterraine remonte à l'époque romaine. Elle figure parmi les abris construits par les premiers chrétiens qui cherchaient refuge en Cappadoce pour échapper aux persécutions sous l'Empire romain. Les communautés de Saradli résidaient collectivement dans ces espaces souterrains pendant des semaines, voire des mois, lorsque le danger était temporaire. Les fouilles de la ville souterraine ont débuté en 2000 et 3 niveaux ont été nettoyés et ouverts aux visiteurs en 2001. Des études suggèrent que le site souterrain pourrait s'étendre sur 7 niveaux au total. Les 3 niveaux nettoyés ont été réaménagés à des fins touristiques et les travaux d'aménagement paysager et d'éclairage y sont désormais terminés. L'habitat se compose d'une quarantaine d'espaces différents comprenant des pièces à vivre, des cuisines, des foyers, des fours, des toilettes, des salles de bain et des celliers, assurant les besoins de la vie quotidienne. Contrairement aux autres villes souterraines de la Cappadoce, celle de Saradli-Kirgoz possède un système de ventilation fonctionnel. La sécurité est assurée par des portes de sûreté en meule coulissante, difficiles à repérer de l'extérieur. L'éclairage est fourni par des lampes alimentées à l'huile d'olive ou au suif. L'approvisionnement en eau provient de puits et de citernes situés à l'intérieur de la structure. L'accès au 3e étage se fait par un tunnel en pente. Cet étage abrite un espace qui comprend un puits avec une pièce à droite et 2 à gauche. Les transitions entre les étages sont conçues pour faciliter la circulation, mais sont limitées par des passages étroits et contrôlés à des fins de défense et de surveillance. L'architecture générale du bâtiment est pensée pour répondre à divers besoins fonctionnels. En allant à la découverte du village d'Ibrahim Paşa, j'ai quelques instants pour vous parler de l'agriculture turque dont les paysages vont défiler. Grâce à une production abondante, la Turquie est l'un des plus importants exportateurs de produits agricoles en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La Turquie est le premier producteur de noisettes, d'abricots, de figues, de raisins secs, de pois chiches et de cerises. L'un des 5 premiers producteurs de melons, de pastèques, de concombres, de lentilles, de pistaches, de coings, de cerises acides, de châtaignes, de poivre, de miel et de haricots verts.
l'un des 10 premiers producteurs de pommes, de coton, de blé, d'orge, d'amandes, de tournesol, de tabac, d'olives, d'oranges, de tomates, de poivrons et de pêche. Environ 1700 types de produits agricoles sont exportés par la Turquie vers quelques 185 pays. En termes d'élevage, la Turquie compte près de 69 millions d'animaux, dont des moutons, des bovins, des chèvres et des buffles. Le nombre total de moutons était le plus élevé parmi les animaux, passant à plus de 42 millions en 2023. En outre, la capacité de production de viande de volaille est passée de 1 500 000 tonnes en 2010 à 2 400 000 tonnes en 2023. Notre périple continue. Un petit récapitulatif. Après Istanbul, Ankara, le musée Anatolie, le lac Salé, la ville souterraine de Saradli, nous roulons vers Ürgüp où nous déjeunerons avant d'arriver dans ce petit village de İbrahim Paşa au cœur de la Cappadoce. Peu de touristes se rendent ici, pourtant il s'agit d'un village que l'on peut visiter facilement et où l'on ressent l'ambiance ralentie du village comparé aux autres villes de la région. Peu de véhicules traversent la zone et on observe les habitants vaquant à leurs occupations. İbrahim Paşa offre une atmosphère calme et paisible, loin de l'agitation des zones touristiques plus fréquentées. Une remarque cependant, je n'ai aucune certitude du nom de ce village, mais l'assurance que nous sommes en Cappadoce. Mais revenons à Ürgüp. C'est une des villes les plus importantes de la Cappadoce. Il y a peu de témoignages des voyageurs occidentaux à propos de son occupation et de son histoire. Ils ne furent pas nombreux à visiter la région. Mais ceux qui le firent furent évidemment étonnés par son paysage exceptionnel. Un article publié en juillet 1914
contribua le plus à populariser la Cappadoce et Ürgüp. Il disait ceci: puis, juste en face, derrière le confluent des vallées, c'est la ville d'Ürgüp, plaquée contre une haute falaise, ville aux maisons blanches qui se confondent avec le fond blanc de la roche. Et au-delà commence une région étrangement tourmentée. Le sol est creusé, raviné, déchiqueté de la façon la plus extraordinaire. Une série de collines et de montagnes vont s'étageant, toutes formées d'une roche homogène, mais dont les couleurs, variables d'un endroit à l'autre, s'opposent par grandes masses, ici absolument blanches, là teintées de bleu, de jaune ou de rose. Au XXe siècle, la Cappadoce et Ürgüp sont bien mieux connus. Le tourisme européen et surtout français se développe à partir des années 1960. Les églises de la Cappadoce et les cheminées des fées attirent les foules. Les maisons anciennes de la ville sont restaurées et souvent transformées en pensions, hôtels, galeries, cafés ou restaurants. La Cappadoce est une région historique de Turquie, située au centre de celle-ci et à l'est de la péninsule anatolienne. Sa plus grande ville est Kayseri. Elle fut pendant l'Antiquité une partie des empires hittites, perses, macédoniens, ainsi qu'un royaume indépendant avant de devenir une province romaine. Convertie au christianisme, elle acquiert un riche patrimoine religieux caractérisé par l'architecture troglodyte creusée dans le tuf. Nous voici maintenant à Dervisevi, à mi-route entre Gorem et Ortaizar, pour assister au spectacle des derviches tourneurs dans une grotte aménagée. Les instruments de musique posés attendent leurs artistes. Nous sommes répartis dans plusieurs loges autour d'une scène circulaire sur laquelle vont évoluer les derviches. Le mot derviche vient du persan qui signifie mendiant. À l'époque de la Perse, les derviches étaient des religieux musulmans faisant vœu de pauvreté et suivant des préceptes soufis. Le terme soufi faisant probablement référence à la laine, souf, grossière dont se vêtaient ces mystiques. L'ajout du mot tourneur venant de leur cérémonie, la sema, tant cette danse rappelle le mouvement d'une toupie qui tourne sur elle-même. Lors des cérémonies, les derviches commencent par faire 3 tours en marchant. Le premier tour symbolise la création par Dieu du soleil, de la lune, des étoiles et de tout ce qui n'est pas vivant. Le deuxième représente la création des végétaux, le troisième celle des animaux. Au fur et à mesure que les derviches tournent, leurs âmes communient entre elles, mais également avec le monde du divin. Ils déploient la paume de leur main gauche vers le ciel, celle de leur main droite vers le sol. La signification de ces gestes réside dans la volonté d'obtenir la grâce de Dieu par la main gauche et de la répandre par la main droite. Petit à petit, cette valse se fait de plus en plus rapide. La tête penchée sur le côté droit, les gestes lents et les mouvements incessants de leur robe délivrent une poésie visuelle rare. Les derviches tournant au rythme de la musique, les yeux fermés, sans jamais dévier de leur axe, chacun de leurs mouvements et de leur tour ayant une symbolique propre.
Le Sema est censé rapprocher de Dieu, la rotation symbolisant celle des planètes et des étoiles. Les danseurs perdant leur unité en faveur d'une communion divine avant de redevenir humains. Le derviche porte un costume traditionnel. Il se compose d'un grand chapeau en poil de chameau représentant la pierre tombale de son égo, d'une longue robe blanche qui représente le linceul et le manteau noir qui représente la tombe. Celui-ci est abandonné avant le début de la danse, puis revêtu avant la sortie. Nous partons ce matin pour les fameuses cheminées de fées, relativement proches mais dispersées. Et nous sommes toujours, bien entendu, dans la Cappadoce, en Anatolie centrale. Les cheminées de fées sont des colonnes rocheuses aux formes parfois étranges et évocatrices qui donnent lieu à de nombreuses légendes. Pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut, elles sont des modelés d'érosion différentielle. Les colonnes sont parfois constituées de strates composées de roches relativement friables, alors que leur sommet est composé d'un élément de protection bien plus résistant à l'érosion. Ce casque de protection peut protéger pendant des siècles, voire des millénaires, les couches friables qui se trouvent en dessous. À quelques kilomètres, le spectacle est encore plus saisissant. Non pas celui d'une petite déchetterie jouxtant l'hôtel, ni celui des panneaux photovoltaïques posés à même le sol, ni même les ravages de l'évidente sécheresse du moment. En Cappadoce, ces cheminées sont d'origine volcanique. Il y a plusieurs millions d'années, 3 volcans entrés dans une violente colère ont recouvert la région sédimentaire de couches successives de lave. Mais l'eau et le vent ont creusé petit à petit des sillons et ont sculpté ces champignons aux chapeaux basaltiques résistants. Au cœur de la Turquie, ces étranges formations géologiques donnent au paysage une allure fantastique et attirent des touristes du monde entier.
Dans cette immense région, les couleurs de l'automne éclaboussent les rochers, donnent au paysage un cadre particulier et ajoutent au bonheur des yeux une inlassable symphonie de nuances et d'harmonie. Ici, l'artisanat est également important. Mais que dire de ces doigts agiles aux gestes ancestraux que l'œil peine à suivre, même au ralenti. Au XVIe siècle, une période de sécheresse fait tarir la plupart des sources souterraines et oblige la majorité de la population chrétienne à quitter les lieux. Au XVIIIe siècle, les derniers ermitages troglodytes sont abandonnés. Cette petite animation aidera les visiteurs à se retrouver et ce matin direction Konya et plus précisément Avanos. La Turquie, pays eurasiatique, riche en histoire et culture, a toujours été réputée pour ses tapis d'une qualité exceptionnelle. Faits à la main par des artisans compétents, ils mettent en valeur une pratique qui remonte à plusieurs siècles. Pour comprendre l'importance et l'impact de ces traditions, il est essentiel de se plonger dans l'histoire de la fabrication de tapis. La fabrication de tapis en Turquie est une technique ancestrale qui nécessite une grande patience et une grande habileté. Le processus commence par la sélection de la laine, la meilleure qualité possible, filée à la main, teinte avec des colorants naturels et tissée avec soin sur un métier à tisser. Elle est souvent considérée comme une forme d'art avec des maîtres artisans qui transmettent leurs connaissances et compétences à travers les générations. Il est clair que pour découvrir véritablement la tradition de la fabrication du tapis, il faut aller au-delà de l'aspect esthétique. Chaque tapis est une narration visuelle de l'histoire et de la culture du pays, un témoignage des compétences et de l'art des artisans turcs. Elle répète la même chose sur le deuxième. Comme les deux fils de chaîne sont contournés à ce système-là, on dit les doubles nœuds, ou bien on dit nœud gordien pour ce système-là. Mais à un moment donné, les Persans, elles ont quitté cette tradition, elles ont inventé un autre système que nous disons les simples nœuds. On dit simple nœud pour le système persan, car pour réaliser un nœud simple, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer entre les deux longées, on contourne que le deuxième. La courte démonstration sur les cocons de fil de soie est plutôt spectaculaire et inhabituelle. C'est seulement pour les faire gonfler. Je crois que de temps en temps, vous faites des tartelettes, des gâteaux avec des fruits secs. Qu'est-ce que vous faites? Vous trempez avec de l'eau ou bien avec du rhum. Voilà, je vois que la majorité a choisi le dos. Ça accroche, c'est comme on pêche à la mouche. Regardez, on ne peut pas utiliser toute la soie obtenue d'un cocon, on est obligé d'éliminer à peu près 200-250 mètres de commencement. De fait, l'histoire de la fabrication des tapis repose sur une tradition qui s'est perpétuée au fil des siècles. Les tapis sont devenus un symbole de la culture turque, représentant son histoire, sa religion et ses coutumes.
Les artisans turcs ont commencé à les tisser dès le 8e siècle et depuis lors, ces pièces sont devenues de véritables œuvres d'art. Et ces chenilles non plus ne sont pas jetées. Ah oui, peut-être. Déjà, c'est pure protéine quand même, mais chez nous, nous avons pas mal de choses à manger. Pour ça, nous préférons de garder ça pour nos femmes. Moyenne de 400 cocons. Et juste à contraire à ce qu'on pense, la soie est la matière la plus résistante. Avec ce fil-là, on peut très bien soulever un poids de 20-25 kg sans problème. Et bien sûr, nous sommes invités à la salle de présentation des produits prêts à être achetés. Bien que notre hôte parle français, notre compréhension a été parfois compliquée, mais la diversité et le visuel des fabrications ont été un vrai régal. J'aimerais essayer de vous donner une petite idée générale sur les tapis turcs. Les premiers tapis étaient généralement utilisés pour couvrir le sol des tentes des nomades turcs. Au fil du temps, ils sont devenus plus élaborés et décoratifs, reflétant les changements culturels et sociaux du pays. Les tapis étaient aussi souvent utilisés comme forme de monnaie et on raconte même qu'ils ont servi de dot dans certains mariages. Les motifs sur les tapis turcs sont bien plus qu'une simple décoration. Ils racontent des histoires, symbolisent des croyances religieuses ou reflètent des aspects de la vie quotidienne. Les motifs géométriques, les formes florales, les animaux et les figures humaines sont couramment utilisés et chaque région de la Turquie a ses propres motifs distinctifs. Un petit encouragement avant de poursuivre. La modique somme de... Voilà, pour la somme modique. Franchement dit, celui-ci chez nous est commercialisé pour 330 €. Par exemple, surtout de marcher avec des pieds nus sur un tapis pareil, c'est un vrai régal, car on a utilisé que la laine d'Angora. Donnez-vous la peine, approchez, examinez l'expression que je vais utiliser maintenant. Le tapis d'Anatolie, région dans laquelle nous nous trouvons, est connu pour ses motifs géométriques audacieux et ses couleurs vives. Il est généralement tissé à la main avec de la laine et de la soie sur un métier à tisser en bois. Les motifs sont inspirés par la nature et la vie quotidienne, avec des éléments tels que des fleurs, des animaux et des personnages humains. Sur ces pièces-là, les jeunes filles ont travaillé avec 4 techniques à la fois. Une partie tissée rebrodée, une partie appliquée, une partie nouée. Elles ne sont pas travaillées séparément, cousues à serre. Ce ne sont pas des patchwork. Seule fois, une jeune fille a répété 3 millions de fois la même chose pour décorer votre salon, votre salle à manger. Et voilà le résultat. 144 double nœuds le centimètre carré. Celui-ci, elle a travaillé à peu près 15 mois, madame. Oui, ça m'étonne pas. Un tableau de la famille Çınar, l'ancien Istanbul, 20 horizontales, 20 verticales, 400 double nœuds le centimètre carré. Voilà, maintenant c'est à vous.
Un déjeuner rapide et nous voilà repartis vers la vallée de Gorem, l'une des perles de la Cappadoce, avec un arrêt à Passabaghi qui se situe dans la vallée éponyme. La vallée de Passabag est une destination unique et magnifique à environ 10 km de la ville de Gorem et est l'une des attractions les plus populaires de la région. La vallée est réputée pour ses formations rocheuses inhabituelles qui ont été façonnées par des éruptions volcaniques et l'érosion au cours de milliers d'années. Il s'agit d'une merveille géologique caractérisée par d'imposantes cheminées de fées dont certaines atteignent jusqu'à 40 mètres de hauteur. Ces hautes roches en forme de cône sont formées de tufs volcaniques mous et ont été érodées par le vent et l'eau en une variété de formes et de formations bizarres dont nous avons déjà parlé plus tôt. Cependant, la vallée témoigne de la puissance remarquable de la nature et il n'est pas étonnant qu'elle soit devenue l'une des destinations incontournables en Cappadoce. La Cappadoce, territoire fait d'invasions successives, a offert ses abris naturels aux communautés chrétiennes qui s'y sont réfugiées avant de devenir des habitats originaux qui subsistent encore. Dans le passé, les habitants prenaient soin de ces pitons, car ils y entreposaient du matériel agricole, stockaient des récoltes. Chaudes en hiver, fraîches en été, ces cavités étaient également appréciées pour leur climatisation naturelle. Mais en 1986, l'État a exigé le paiement d'un loyer. Résultat, la majorité d'entre elles ont été abandonnées. Au XXe siècle, des efforts ont été déployés pour préserver le patrimoine culturel unique de la région, et de nombreuses structures taillées dans la roche ont été restaurées. Aujourd'hui, la vallée de Passabag est une destination touristique populaire connue pour sa beauté naturelle époustouflante et sa riche histoire culturelle. Ainsi, la Cappadoce, comme un poème géologique composé par le temps, le vent et les eaux avec ses formations géologiques uniques au monde, est incontestablement un fantasme de la nature et quasiment une autre planète. Ce modèle, au cours des millénaires, offre dans une atmosphère féerique l'esthétique des rochers pliés et les formes fantastiques de ces cheminées de fées. Il surprend également par les habitations et les centres religieux construit à plusieurs mètres de profondeur. À cause de sa localisation, elle était une région extrêmement stratégique, traversée par des routes de commerce importantes comme la route de la soie. En raison de cette circulation, la région a subi plusieurs influences historiques et culturelles. Elle offre plus que des paysages à couper le souffle. Il s'agit d'un aperçu de la relation harmonieuse entre le temps et la nature. Les formations uniques des cheminées de fées chuchotent des histoires de civilisations anciennes, invitant les visiteurs à se connecter avec le passé. Cette vallée enchanteresse captive l'imagination de ceux qui se promènent à travers ces paysages mystiques. Chaque pas dans la vallée de Passabag révèle la beauté et la complexité d'un monde façonné à la fois par des forces naturelles et l'histoire humaine.
C'est un peu ce qui nous mène dans ce petit village pittoresque dont je ne connais plus le nom. Nous plongeons ainsi, pas toujours avec une grande discrétion, dans la vie journalière de ses habitants. En circulant dans ces rues paisibles, loin de la bousculade des grandes villes, quelques signes amicaux sont les bienvenus. Les maisons anciennes, parfois délabrées, trouvent leur place dans ces décors d'un autre temps, mêlant avec une certaine élégance le passé et le présent. Un moment, au café du village, dans le soleil couchant, est un instant presque exceptionnel où observer est une source de découverte. Ici, un komboloi sans connotation religieuse tourne et glisse entre les doigts d'un consommateur pour se détendre. Là, un chapelet végétal inconnu. Là-bas, l'ancienne génération et la nouvelle. Ou encore des signes ostensibles religieux. Cette soirée est réservée à Havanos où restaurants et danses nous sont préparés. Les musiciens et leurs instruments sont chargés de faire monter l'ambiance, tandis que le repas fait de légumes, de viande, de fromage et autres sera très apprécié après cette riche journée. Le spectacle de la soirée sera celui des danses folkloriques turques.
Chaque région comprend des danses ornées de propres motifs et mélodies indispensables pour les fêtes et célébrations. Elles invitent à des moments joyeux par leur charme virtuel. Parmi les danses traditionnelles populaires, on peut citer le zebek à Izmir, le horon à Rize et le miskey à Ankara. Mais elles sont bien plus nombreuses. La véritable importance réside dans la détermination du peuple turc à perpétuer les traditions. Aujourd'hui, certaines de ces danses folkloriques sont exécutées régulièrement et revêtent une grande importance pour certaines occasions, comme pendant les fêtes nationales célébrant la fondation de la Turquie moderne et pour commémorer les ancêtres. Ici, notre serveur fort sympathique s'accorde à un exercice particulier qui finira sous les acclamations des spectateurs. Bien évidemment, nous sommes incapables d'identifier ces danses sans aide, mais ceci dit, le spectacle varieux et parfois solennel de ce folklore, comme ici celui de ses futurs époux, est sans doute devenu une attraction touristique attendue et recherchée. Et puis, l'élégance des femmes, l'énergie des hommes en font un moment agréable accompagné de cette musique un peu criarde à laquelle nous sommes peu habitués. Quelques mots sur la musique. La musique turque est à l'image de sa composition ethnique, de sa situation géographique et de son histoire. Si la musique turque désigne avant tout la musique faite en Turquie par des Turcs, elle ne se résume pas à cette définition.
Elle se caractérise par la multiplicité de ses influences turques, arabes, tziganes, byzantines, arméniennes et persanes. Elle fut pratiquée sous de multiples facettes dans les institutions de l'Empire ottoman et jouée longtemps dans des pays autres que la Turquie. Aussi, les danses culturelles turques sont un reflet vivant de la riche histoire du pays et de la diversité des identités régionales. Du haut rond énergique et communautaire de la mer Noire au séma solennel et spirituel des derviches Mevlevi, chaque danse raconte l'histoire du peuple et de la terre. Ces danses ne servent pas seulement de divertissement, mais joue également un rôle crucial dans la préservation et la célébration du patrimoine culturel turc et contribue d'être un élément vital et dynamique du tissu culturel de la nation, reliant les traditions passées aux expressions contemporaines.
Un autre art pratiqué en Turquie. La danse orientale est une danse d'origine égyptienne développée au Proche-Orient qui comprend de nombreux styles. De façon abusive, on parle parfois de danse du ventre dans le langage populaire. À l'origine, la danse orientale est une danse spontanée et improvisée, mais elle est aujourd'hui enseignée de manière académique partout dans le monde. Originaire d'Égypte et présente au Proche-Orient, elle est dansée majoritairement par des femmes et s'est développée dans le monde entier. À la fois admirée et détestée en Égypte de nos jours, elle s'est davantage répandue en Occident, où elle compte désormais des millions d'adeptes. La danse orientale est d'origine religieuse liée à la terre et à la fécondité, et a pour but la glorification de la maternité et de la féminité. Ici, il s'agit très certainement d'une professionnelle du spectacle et nous allons changer de registre. Les Français ont découvert la danse orientale lorsque les soldats de Bonaparte débarquèrent pendant la campagne d'Égypte. Venant d'une société relativement pudibonde, la moindre nudité leur était perçue comme un puissant aphrodisiaque. En voyant ces femmes se déhancher langoureusement, ils assimilèrent la danse orientale à une invitation à la prostitution. Des musiciens accompagnent en direct ces représentations traditionnelles. Également appelée Oriental Dance, cette danse fait appel à des mouvements provocateurs et énergiques, contrairement à la version sobre des danseuses égyptiennes. Il en existe plusieurs styles dépendant du pays d'origine et aussi de multiples fusions émergentes. De façon générale, cette danse se caractérise par la dissociation des parties du corps qui peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre. Cet art compose aussi bien avec les rythmes saccadés que lents et fluides. En Occident, la danse du ventre est souvent considérée comme une danse érotique.
En réalité, il s'agit d'une danse traditionnelle gracieuse, joyeuse et énergique, à laquelle les femmes s'adonnent pour célébrer des mariages, des naissances et des fêtes religieuses. En dansant, les femmes jouent également des sagats, de petites cymbales turques variantes des castagnettes. Les danseuses sont vêtues d'un costume traditionnel constitué d'un soutien-gorge coloré et d'un sarouel ou d'une longue jupe transparente faite de mousseline et de soie. Les colliers à sequins qui entourent leur taille et souvent leur tête teintent de façon voluptueuse au rythme de leurs mouvements. La danse orientale est adulée, aimée, reniée, voire interdite dans certains pays, dont ceux d'origine. Les danseuses égyptiennes sont considérées comme des prostituées, tandis qu'en Occident, les jeunes générations présentent cet art dans les théâtres.